on lui a dit que dans l'opération s'est bien passée, ça veut dire quoi? On a fait l'opération dans la bloc opératoire. Bloc opératoire, elle est sortie dans la chambre de réveil. Dans ce cas, il y a deux personnes. Il y a le chirurgien qui a fait l'opération dans le bloc opératoire, et quand elle est ressortie dans la chambre de réveil, c'est alors qu'elle ne se réveillait pas. Elle se réveillait pas, il y a un moment, elle est restée beaucoup plus longtemps, elle se réveillait pas. Alors on a dit non, pourquoi elle a traîné comme ça? C'est ce qu'il disait dans sa vidéo. Pourquoi ça a traîné comme ça? Après on a dit non, on est en train de la réanimer. C'est alors que l'anesthésiste, elle est anesthésiste et représentant des réanimations. La dame qui est là, c'est elle qui était en train de faire la réanimation de maman Blanche. Quelle dame? C'est qu'on a dit qu'elle a disparu, l'anesthésiste. Non, c'est pas elle, le chirurgien, pardon? C'est pas elle le chirurgien. Le chirurgien, c'est une autre personne et elle, c'est l'anesthésiste. Pourquoi elle a signé? Elle a signé parce que la personne qui signe dans l'acte de décès, c'est celle qui constate le décès. Le médecin qui constate le décès, c'est lui qui signe. Voici l'une des plus belles analyses sur la mort de Blanche Gandolo Odia. Mardi, là, ou bien mercredi. Vous voyez un peu? Donc, il y a assez de contradictions même dans les déclarations du pasteur lui-même. Et autre chose, quand il a voulu éclaircir la situation, il a fait pratiquement un discours. Il lisait ce qu'il pensait sur un papier. Vous voyez un peu? Ben, si vous avez vécu une situation, normalement, vous n'avez pas besoin de papier pour pouvoir discourir. Tout ce qui est simple, ça s'énonce clairement. Hein, les mots pour le dire viennent aisément. Donc, moi, cette situation-là, c'est un peu bizarre qu'on puisse faire des discours à chaque moment pour éclaircir la situation. Et la manière dont il s'est remarié après 1 an, c'est un peu bizarre. Parce que, déjà, bizarre. Bon, tu es un homme, tu viens de perdre ta femme. Personne ne refuse à Marcelo de se remarier, hein. C'est tout à fait normal qu'un homme se remarie. Mais le timing, tu as perdu ta femme que tu as tant aimée, et puis 1 an après, tu arrives à la remplacer. Les gens vont trouver ça, nous sommes en Afrique, les gens vont trouver ça un peu bizarre. Voilà. Prenons le problème de l'autre côté. Imaginez que ce soit Marcelo qui décède, et puis après 1 an, Blanche prenne un autre époux. Bon, les commentaires, vous imaginez un peu? Donc la moindre des choses, c'est d'observer une période de deuil quand même assez... Et vous pensez à combien de temps? Ben, je ne vais pas le déterminer une période, mais c'est tout à fait normal. Donc, parce que déjà, un an, c'est peu. Moi je me dis, tu as perdu ta femme à l'étranger. Non, excusez-moi, mais est-ce que votre période de deuil peut forcer à ce qu'on puisse vous accuser de meurtre? Non, ben c'est la famille aujourd'hui. Et pas que la famille aujourd'hui, même. Hein, ça va, les gens ont fait marche blanche à Paris pour demander justice pour la dame. Vous voyez un peu? Par rapport aux circonstances de décès. Par rapport au timing, moi je serais l'avocate de la famille Tounassi, que j'allais demander l'ouverture d'une enquête judiciaire sur cette affaire-là, parce que réellement je ne peux pas comprendre que ta femme est décédée, après 1 an tu te maries, parce que déjà le temps pour draguer. Premièrement, tu fais ton deuil, le temps pour arriver à accumuler cette douleur-là et essayer de faire la part des choses, arriver à draguer, arriver à rencontrer une femme qui n'était même pas au pays, qui est à l'étranger aussi, qui est à Bruxelles, se rencontrer. Et c'est là où le mariage a lieu. Voilà, faire la promesse de mariage, faire les fiançailles, se marier. Et puis certains disent même que la dame, elle est enceinte de 2 mois déjà. Vous pensez que de tels propos que vous tenez pourraient tenir devant une cour de justice? C'est pourquoi il faut écouter. Parce que j'ai l'impression que ce que vous dites est trop léger. Parce que, oui, sur toute la ligne, les actes de Marcelo l'accusent. Parce que déjà, tu dis que tu as rejoint ta femme le samedi, après tu dis que tu l'as rejoint le mardi. Là, je suis d'accord. Tout compte fait, la femme est décédée. Maintenant, pour se disculper, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses le corps à la famille. La famille peut décider de faire une autopsie. Tu n'as pas permis à la famille de toucher le corps, même de faire l'autopsie. C'est la famille, normalement, qui détermine le jour du deuil. Et toi, en tant que gendre, tu te soumets au programme. Même si tu peux apporter quand même quelque chose, parce qu'on estime que ce n'est pas pour enlever au mari le droit d'enterrer sa femme, mais on estime que tu traverses une situation tellement difficile que tu ne peux pas avoir tout ton esprit pour organiser des funérailles. Et donc, on laisse le corps à la famille aussi arrive à faire sa cérémonie, même la famille peut décider de faire une autopsie et voir clair dans cette affaire. Les bons garçons tombent sur des mauvaises filles. Les bonnes filles tombent sur des mauvais garçons. Nous allons parler de cette femme que tout le monde observe, que tout le monde commente, que tout le monde juge, mais que personne ne connaît vraiment. Parce que dans toute cette affaire, dans tout ce tourbillon de révélations et de scandales, Esther Tounassi est peut-être le personnage le plus mystérieux, le plus ambigu, le plus difficile à cerner. D'un côté, il y a ceux qui la voient comme une femme ambitieuse, une femme calculatrice, une femme qui a profité de la mort de Blanche pour s'installer dans une vie qu'elle convoitait depuis longtemps. De l'autre côté, il y a ceux qui la voient comme une victime, une femme qui a cru en un homme, qui a fait confiance à un pasteur, qui a accepté de partager sa vie avec lui sans savoir vraiment dans quoi elle s'embarquait. Ce soir, nous allons essayer de comprendre qui est vraiment Esther Tounassi. Pas la caricature, pas le personnage que les réseaux sociaux ont construit, mais la femme réelle, avec ses choix, ses responsabilités, ses erreurs peut-être, et peut-être aussi ses souffrances. Commençons par le commencement.
Esther Tounassi est arrivée dans la vie du pasteur Marcelo dans des circonstances que tout le monde connaît, mais que personne n'a encore vraiment analysées avec toute l'attention qu'elle mérite. Elle est arrivée après Blanche. Elle est arrivée dans un espace encore chaud de la présence d'une autre femme. Elle est arrivée dans une maison qui portait encore les traces, les souvenirs, l'empreinte de 18 ans de vie commune entre Blanche et le pasteur Marcelo. Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une situation facile à vivre. Ce n'est pas un rôle simple à tenir. Parce que quand on entre dans la vie d'un homme après la mort de sa femme, surtout une mort aussi récente, aussi fraîche, aussi douloureuse, on entre dans quelque chose de chargé, de lourd, de complexe. On entre dans un espace où les comparaisons sont inévitables, où les jugements sont immédiats, où chaque geste que vous posez est mesuré à l'aune de ce que faisait celle qui était là avant vous. Et dans le cas d'Esther Tounassi, cette comparaison était d'autant plus difficile à supporter que Blanche n'était pas une femme ordinaire. Blanche était aimée. Blanche était respectée. Blanche était pleurée. Et Esther, elle, était vue par beaucoup comme celle qui avait pris la place de Blanche. Comme celle qui avait profité du vide laissé par la mort de Blanche pour s'installer là où Blanche était. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est une lecture équitable de la situation? Peut-être pas entièrement. Peut-être qu'Esther Tounassi mérite qu'on lui accorde le bénéfice du doute. Peut-être qu'elle a sincèrement cru en cet homme. Peut-être qu'elle a sincèrement pensé qu'elle pouvait construire quelque chose de réel et de beau avec lui. Peut-être qu'elle n'avait aucune idée de tout ce qui se passait vraiment dans les coulisses de cette vie publique impeccable. Peut-être qu'elle était, elle aussi, une femme trompée. Une femme à qui on a présenté une image, une façade, une apparence, et qui a fait confiance à cette image sans savoir qu'elle cachait une réalité bien différente. Et si c'est le cas, si Esther Tounassi est vraiment une femme qui a été manipulée, qui a été utilisée, qui a été placée dans une situation dont elle ne mesurait pas vraiment la complexité et les dangers, alors nous devons avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous devons avoir la lucidité de dire que dans cette affaire, Esther n'est peut-être pas le monstre que certains ont voulu faire d'elle, qu'elle est peut-être elle aussi une victime, pas de la même façon que Blanche, pas avec la même intensité que Blanche, mais une victime quand même. Une femme qui s'est retrouvée au cœur d'une tempête qu'elle n'avait peut-être pas anticipée. Mais voilà ce qui est si troublant dans tout ça. Voilà ce qui résiste à cette lecture bienveillante et lui oppose une résistance solide. Le compte bancaire de Blanche. Ce détail-là. Ce détail précis qui change tout. Parce que si vraiment Esther Tounassi utilisait le compte bancaire de Blanche pour faire ses achats personnels, si vraiment elle dépensait l'argent d'une femme morte, l'argent qui aurait dû revenir aux enfants de Blanche, alors il est très difficile de la présenter uniquement comme une victime innocente qui ne savait pas ce qui se passait. Parce que quand on utilise un compte bancaire, on sait que l'argent vient de quelque part. On sait à qui appartient ce compte. On sait quelle est l'origine de ces fonds. Et si cet argent appartient à une femme décédée, une femme dont on a pris la place dans la vie du mari, alors utiliser cet argent-là, c'est faire un choix conscient. Un choix qui engage la responsabilité de celle qui le fait. Et c'est là que la position d'Esther Tounassi dans cette affaire devient particulièrement délicate. Parce qu'elle ne peut pas à la fois se présenter comme une femme qui ne savait rien, qui n'a rien fait de mal, qui est simplement une épouse innocente, et en même temps utiliser les ressources financières d'une femme morte pour financer son train de vie. Ces deux positions sont incompatibles. Ces deux positions ne peuvent pas coexister. Il faut choisir. Et c'est à Esther Tounassi de choisir quelle vérité elle veut assumer. Parlons maintenant de la demande de divorce. Parce que c'est un élément central de cette affaire. Esther Tounassi demande le divorce. Esther Tounassi, qui a épousé le pasteur Marcelo il y a seulement quelques mois, qui s'est installé dans sa vie, dans sa maison, dans sa communauté, Esther Tounassi veut partir. Et ça, mesdames et messieurs, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde longuement. Parce que cette demande de divorce n'est pas un détail. Ce n'est pas une anecdote. C'est un signal puissant. Un signal qui nous dit quelque chose d'important sur ce qui se passe réellement à l'intérieur de ce mariage et à l'intérieur de la vie du pasteur Marcelo. Qu'est-ce qu'Esther Tounassi a vu? Qu'est-ce qu'Esther Tounassi a appris? Qu'est-ce qu'Esther Tounassi a découvert depuis qu'elle est entrée dans cette vie? Qu'est-ce qui l'a poussée, elle aussi, à vouloir partir? Parce que, rappelons-le, Blanche aussi voulait partir. Blanche aussi avait demandé le divorce. Blanche aussi avait senti le besoin de fuir quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur de ce foyer. Et maintenant, Esther fait exactement la même chose. Exactement le même geste. Exactement la même demande. Comme si l'histoire se répétait. Comme si le scénario était le même, avec des actrices différentes, mais un même metteur en scène. Et ça, mesdames et messieurs, c'est peut-être la révélation la plus importante de toute cette affaire. Ce parallèle entre Blanche et Esther. Ce parallèle entre deux femmes qui ont vécu avec le même homme et qui ont toutes les deux voulu partir. Deux femmes différentes, deux personnalités différentes, deux histoires différentes, mais une même conclusion, une même décision, un même besoin de s'éloigner. Et quand deux femmes successives dans la vie du même homme arrivent à la même conclusion, la question ne peut plus porter sur les femmes. La question doit porter sur l'homme, sur ce qu'il est vraiment, sur ce qu'il fait vraiment, sur ce qui se passe vraiment dans sa vie privée et dans ses affaires.
Parlons maintenant de l'image publique d'Esther Tounassi, parce que depuis qu'elle est entrée dans la vie du pasteur Marcelo, Esther elle a été sous les projecteurs. Elle a été photographiée, filmée, commentée, analysée. Chacune de ses apparitions publiques a été décortiquée. Chacun de ses gestes a été interprété. Et dans ce contexte-là, Esther Tounassi a dû naviguer dans des eaux particulièrement agitées. Elle a dû faire face à une hostilité réelle, à un rejet palpable, à une résistance de la part d'une communauté qui n'avait pas oublié Blanche et qui ne la laisserait pas facilement prendre sa place. Est-ce que cette pression-là a contribué à sa décision de demander le divorce? Est-ce que l'hostilité de l'opinion publique, le regard constant et souvent malveillant de la communauté, la comparaison permanente avec Blanche, est-ce que tout ça a eu raison de sa détermination à rester? Probablement. Au moins en partie. Parce que personne ne peut vivre longtemps sous ce niveau de pression sans en ressentir les effets. Personne ne peut ignorer indéfiniment le regard des autres, surtout quand ce regard est aussi intense, aussi chargé, aussi hostile que celui que la communauté a posé sur Esther Tounassi depuis le début. Mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche à l'identité même d'Esther Tounassi en tant que femme. Parce qu'à un moment donné, dans toute relation, dans tout mariage, dans toute vie commune, on est confronté à la réalité de l'autre. On voit l'autre tel qu'il est vraiment. Sans les masques, sans les apparences, sans les façades soigneusement entretenues pour le regard extérieur. Et cette confrontation-là peut être libératrice ou destructrice. Elle peut confirmer ce qu'on espérait ou révéler ce qu'on craignait. Et dans le cas d'Esther Tounassi, il semblerait que cette confrontation avec la réalité du pasteur Marcelo ait été suffisamment perturbante pour qu'elle décide que partir était préférable à rester. Qu'a-t-elle vu? Qu'a-t-elle découvert? Qu'a-t-elle appris sur cet homme qui l'a conduite à cette décision? Nous ne le savons pas encore avec précision, mais nous pouvons faire des suppositions éclairées. Nous pouvons partir des éléments que nous connaissons déjà, les accusations de blanchiment d'argent, les menaces que Blanche aurait subies, le compte bancaire toujours actif, les biens réclamés par la famille, et imaginez ce que c'est que de vivre au quotidien avec quelqu'un qui porte tout ça, quelqu'un qui cache tout ça, quelqu'un qui doit constamment gérer les conséquences de tout ça, en privé, loin des regards, dans l'espace intime de la vie conjugale. Ce n'est pas une vie facile, ce n'est pas une vie sereine, ce n'est pas une vie dans laquelle une femme peut s'épanouir et être heureuse. Et peut-être qu'Esther Tounassi a fini par comprendre ça. Peut-être qu'elle a fini par réaliser que le prix à payer pour rester aux côtés de cet homme était trop élevé. Trop élevé pour elle, trop élevé pour sa dignité, trop élevé pour sa paix intérieure. Et qu'il valait mieux partir, même dans la douleur, même dans le scandale, même sous le regard du monde entier, que de continuer à vivre quelque chose qui la détruisait de l'intérieur. Et si c'est ça la vérité d'Esther Tounassi, si c'est ça ce qui se cache derrière sa demande de divorce, alors nous devons avoir la générosité de le reconnaître. Nous devons avoir la lucidité de voir en elle non pas une femme qui a échoué, non pas une femme qui a trahi, non pas une femme qui mérite la condamnation, mais une femme qui a eu le courage de dire non. Le courage de partir, le courage de choisir sa liberté et sa dignité plutôt que la prison dorée d'un mariage qui ne lui apportait rien de bon. Parce que ce courage-là, ce courage de partir quand tout vous pousse à rester, quand l'opinion publique vous regarde, quand votre réputation est en jeu, quand vous savez que votre départ va alimenter de nouveaux commentaires et de nouveaux jugements. Ce courage-là mérite d'être reconnu. Même chez Esther Tounassi. Même chez celle que beaucoup considèrent comme la responsable de tout ce gâchis. Même chez celle qui a pris la place de Blanche. Parce qu'au bout du compte, Esther Tounassi est aussi un être humain. Une femme avec ses failles, ses erreurs, ses espoirs déçus et ses blessures réelles. Mais attention, reconnaissance de son courage ne signifie pas absolution de ses responsabilités. Esther Tounassi a des comptes à rendre. Pas à nous, pas à l'opinion publique, mais à elle-même, à sa conscience et surtout aux enfants de Blanche dont les droits pourraient avoir été lésés. Si vraiment elle a utilisé le compte bancaire de Blanche, si vraiment elle a bénéficié de ressources qui auraient dû revenir à ses 4 enfants, alors elle doit assumer cette responsabilité. Elle doit y faire face. Elle doit, d'une façon ou d'une autre, réparer ce qui peut l'être. Parce que ces enfants, mesdames et messieurs, restent au cœur de tout. Shoukraniort, Oracle et leurs frères et sœurs, ces enfants qui n'ont rien demandé, ces enfants qui ont perdu leur mère, ces enfants qui regardent les adultes autour d'eux faire des choix qui affectent leur vie sans que personne ne leur demande leur avis. Ces enfants qui méritent que chaque adulte impliqué dans cette histoire, le pasteur Marcelo, Esther Tounassi, la famille de Blanche, prennent ses responsabilités et agissent dans leur intérêt. Esther Tounassi part. Ou du moins, elle veut partir. Et cette décision va ouvrir un nouveau chapitre dans cette affaire. Un chapitre qui aura des conséquences juridiques, financières et humaines que personne ne peut encore mesurer pleinement. Mais ce que nous savons, ce que nous pouvons affirmer avec certitude ce soir, c'est que ce chapitre-là ne sera pas le dernier. Cette histoire a encore beaucoup de pages à écrire. Et nous serons là à chaque tournant, à chaque révélation, à chaque développement. Pour vous informer, pour vous éclairer, pour vous donner les clés de compréhension que vous méritez. Esther Tounassi. Un nom qui restera associé à cette affaire pour longtemps. Une femme que l'histoire retiendra. Pour le meilleur ou pour le pire. Une femme dont le rôle dans ce drame n'est pas encore entièrement écrit.
Et une femme qui, comme Blanche avant elle, nous rappelle que derrière les portes fermées des grandes maisons et des grandes familles, la vérité est souvent bien différente de ce que les apparences laissent croire. Nous continuons à suivre cette affaire pour vous. Nous continuons à chercher la vérité. Nous continuons à poser les questions que personne d'autre n'ose poser. Peut-être que vous avez entendu des noms en passant. Peut-être que quelqu'un vous a envoyé ce lien en vous disant « Regarde ça, écoute ça, tu n'en reviendras pas ». Peut-être que vous avez vu des commentaires sur les réseaux sociaux, des publications qui circulaient, des gens qui réagissaient avec des émojis choqués et des points d'exclamation. Et vous vous êtes demandé de quoi il s'agissait vraiment. Peut-être que vous ne connaissez aucun des personnages de cette histoire. Pas le pasteur Marcelo, pas Blanche, pas Esther Tounassi, aucun d'eux. Et vous êtes là ce soir parce que quelque chose vous a attiré, quelque chose vous a intrigué, quelque chose vous a donné envie de comprendre. Eh bien, ce soir, nous allons tout vous expliquer. Depuis le tout début, nous allons vous raconter cette histoire comme si vous n'en saviez absolument rien, comme si vous arriviez d'une autre planète et qu'on devait vous mettre au courant de tout ce qui s'est passé. Nous allons vous donner tous les éléments, tous les faits, tous les personnages, toutes les questions, pour que quand vous repartirez ce soir, vous compreniez exactement de quoi tout le monde parle, exactement pourquoi cette affaire secoue autant de gens, exactement pourquoi cette histoire est importante. Alors installez-vous confortablement, prenez le temps qu'il faut, et écoutez bien. Parce que cette histoire, mesdames et messieurs, est une de ces histoires qui vous accrochent dès les premières minutes et qui ne vous lâche plus. Une de ces histoires qui vous font réaliser que la réalité est parfois bien plus surprenante, bien plus troublante, bien plus complexe que n'importe quelle fiction. Une de ces histoires que vous allez raconter à vos proches demain matin en disant « Vous savez ce que j'ai appris hier soir ?» Voilà, commençons. Il était une fois, et nous disons il était une fois non pas parce que c'est un conte, mais parce que toute grande histoire mérite un début clair. Il était une fois un homme public, un homme connu, un homme respecté dans sa communauté, un pasteur, un homme d'église, un homme dont le métier, dont la vocation, dont la mission dans la vie était de guider les autres, d'aider les autres, de conseiller les autres, de prier pour les autres. Un homme que des milliers de personnes suivaient, admiraient, que s'écoutaient chaque semaine avec attention et avec foi. Cet homme s'appelle le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo n'est pas un inconnu. Dans sa communauté, tout le monde le connaît. Tout le monde a entendu son nom, tout le monde a une opinion sur lui, souvent positive, souvent élogieuse, souvent respectueuse. C'est le genre d'homme que les gens saluent avec déférence quand ils le croisent dans la rue. Le genre d'homme qu'on invite aux grandes occasions, aux mariages, aux funérailles, aux moments importants de la vie. Le genre d'homme dont la présence donne du poids à un événement et dont la parole a de l'autorité. Voilà qui est le pasteur Marcelo, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et cet homme-là était né marié depuis très longtemps, 18 ans. 18 ans de mariage avec une femme qui s'appelait Blanche. Et avant d'aller plus loin, il faut que vous compreniez qui était Blanche. Parce que Blanche n'était pas simplement la femme du pasteur. Blanche n'était pas simplement un personnage secondaire dans l'histoire de son mari. Non, Blanche était quelqu'un. Blanche était une personnalité à part entière. Une femme forte, une femme intelligente, une femme qui avait réussi dans la vie, une femme qui avait de la fortune, qui avait des richesses, qui avait su construire sa propre indépendance financière, une femme que les gens respectaient non pas parce qu'elle était la femme du pasteur Marcelo, mais parce qu'elle était Blanche, pour elle-même, pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle avait construit. Blanche et le pasteur Marcelo ont été mariés pendant 18 ans. 18 ans, mesdames et messieurs, c'est long. C'est très long, c'est toute une vie. C'est des milliers de matins passés ensemble, des milliers de repas partagés, des milliers de conversations, de disputes, de réconciliations, de joies et de peines traversées ensemble. C'est 4 enfants. Parce que de cette union sont nés 4 enfants. 4 enfants qui portent en eux le sang de leurs 2 parents. 4 enfants qui ont grandi dans cette famille et dans cette maison, dans cette vie publique particulière qui est la vie d'une famille pastorale. 4 enfants. Choukrani Oracle et leurs frères et sœurs. Des enfants réels, avec des visages, avec des voix, avec des rires et des larmes. Des enfants qui aimaient leur mère. Des enfants qui avaient besoin de leur mère. Des enfants dont la vie allait être bouleversée de la façon la plus douloureuse qui soit. Parce que Blanche est morte. Blanche a quitté ce monde. Cette femme forte, cette femme riche, cette femme qui avait construit sa vie et sa famille. Cette femme est partie. Et quand Blanche est morte, quelque chose s'est passé. Quelque chose que personne n'attendait. Quelque chose que beaucoup n'ont pas compris. Quelque chose qui a choqué, qui a scandalisé, qui a divisé toute une communauté. Très peu de temps après la mort de Blanche, et quand nous disons très peu de temps, nous parlons d'une rapidité qui a laissé tout le monde sans voix, le pasteur Marcelo s'est remarié. Il a épousé une autre femme. Une femme qui s'appelle Esther Tounassi. Et là, pour ceux qui ne comprennent pas encore pourquoi ça pose problème, laissez-nous vous expliquer. Dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de communautés, dans beaucoup de traditions, la mort d'un conjoint est suivie d'une période de deuil. Une période pendant laquelle on ne fait pas la fête, on ne célèbre pas, on ne se remarie pas. Une période pendant laquelle on pleure, on souffre, on se recueille, on honore la mémoire de celui ou de celle qui est parti. Cette période existe parce qu'elle
elle est respectueuse, parce qu'elle est humaine, parce qu'elle dit à tout le monde autour de vous que la personne que vous avez perdue comptait, qu'elle avait de la valeur, qu'elle mérite qu'on s'arrête avant de passer à autre chose. Et le pasteur Marcelo, aux yeux de beaucoup, n'a pas respecté cette période. Il est passé à autre chose très vite, trop vite, d'une vitesse qui a blessé les amis de Blanche, qui a choqué les fidèles de son église, qui a perturbé les enfants qui n'avaient pas encore eu le temps de digérer la mort de leur mère, qui a soulevé des questions dans la tête de tout le monde, des questions comme « Est-ce qu'il aimait vraiment Blanche ? Est-ce qu'il la pleure vraiment ? Est-ce qu'Esther était déjà dans le tableau avant la mort de Blanche ? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne savons pas ?» Ces questions sont légitimes, ces questions sont normales, et elles ont conduit les gens à creuser, à chercher, à poser d'autres questions. Et plus ils creusaient, plus ils trouvaient dans des éléments troublants, des éléments qui, pris et séparément, pourraient sembler anodins, mais qui, mis ensemble, forment un tableau inquiétant. Le premier élément troublant, c'est ceci. Avant de mourir, Blanche voulait divorcer. Blanche elle-même, cette femme qui avait consacré 18 ans de sa vie au pasteur Marcelo, avait décidé qu'elle voulait partir, qu'elle voulait quitter ce mariage, qu'elle ne voulait plus continuer. Et pourquoi ? Parce qu'elle avait peur, parce qu'elle se sentait menacée à l'intérieur de son propre foyer, parce qu'elle vivait dans une situation de danger dont elle cherchait à s'extirper. Pour ceux qui découvrent cette histoire ce soir, imaginez ça. Imaginez une femme qui a tout donné à un homme pendant 18 ans, qui lui a donné 4 enfants, qui a partagé sa vie publique, qui a souri aux côtés de son mari devant des milliers de fidèles, qui a joué le rôle de la femme de pasteur parfaite, et qui, en privé, vivait dans la peur, qui se sentait menacée, qui voulait fuir. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez imaginer le courage que ça demande dans cette situation-là de décider qu'on veut partir, de décider qu'on préfère affronter le scandale d'un divorce public plutôt que de continuer à vivre dans cette situation ? Et il y a plus, parce que Blanche ne voulait pas seulement partir à cause des menaces. Blanche voulait partir aussi parce qu'elle savait des choses sur son mari, des choses sur ses activités, des choses sur ce qu'il faisait en dehors de l'église et loin des regards. On parle de blanchiment d'argent, on parle de transactions financières douteuses, on parle d'affaires qui n'auraient jamais dû voir le jour. Et Blanche, en 18 ans de vie commune, avait tout vu, tout entendu, tout su. Elle était dépositaire de secrets qui auraient pu faire beaucoup de dégâts si jamais ils avaient été révélés au grand jour. Et pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le blanchiment d'argent, c'est quand quelqu'un prend de l'argent gagné de façon illégale et essaie de le faire passer pour de l'argent propre et honnête. C'est une activité criminelle. C'est quelque chose que la loi punit sévèrement. Et si le pasteur Marcelo était impliqué dans ce genre d'activité, et si Blanche le savait, alors vous comprenez pourquoi elle représentait un danger pour lui. Et vous comprenez peut-être aussi pourquoi elle se sentait menacée. Mais Blanche n'a pas pu partir à temps. Blanche est morte avant de pouvoir mettre son projet de divorce à exécution. Et après sa mort, comme nous l'avons dit, le pasteur Marcelo s'est remarié très vite avec Esther Tounassi. Et c'est là que les choses ça deviennent encore plus troublantes pour ceux qui suivent cette affaire. Parce que le compte bancaire de Blanche, le compte de cette femme décédée, de cette femme qui n'est plus de ce monde, ce compte est resté actif, donc il n'a pas été fermé. Il n'a pas été gelé dans l'attente du règlement de la succession. Non, il a continué à fonctionner. Des transactions ont continué à être enregistrées. De l'argent a continué à circuler. Et on affirme, on accuse que c'est Esther Tounassi qui utilise ce compte, que c'est la nouvelle femme du pasteur Marcelo qui dépense l'argent de la femme décédée pour faire ses achats personnels. Si vous entendez ça pour la première fois ce soir, je comprends que vous soyez choqués. Je comprends que vous ayez du mal à y croire, parce que c'est quelque chose de difficile à concevoir. Comment est-ce possible ? Comment peut-on utiliser le compte d'une femme morte ? Comment peut-on dépenser l'argent d'une personne qui n'est plus là ? Et surtout, comment peut-on faire ça en sachant que cet argent devrait revenir aux enfants de cette femme, aux 4 enfants que Blanche a laissés derrière elle ? Parce que c'est là le point le plus important de toute cette histoire, pour ceux qui la découvrent ce soir. Ces 4 enfants, Choukrani, Oracle, et leurs frères et sœurs. Ces enfants ont des droits légaux sur les biens de leur mère. La fortune que Blanche a accumulée, l'argent qu'elle avait sur ses comptes, les biens qu'elle possédait, tout ça appartient de droit à ses enfants. C'est leur héritage, c'est ce que leur mère leur a laissé. Et si cet héritage est en train d'être utilisé par quelqu'un d'autre, si ces ressources sont en train de partir ailleurs, alors ces enfants sont lésés. Ces enfants sont victimes. Ces enfants perdent 2 fois. Une première fois leur mère, et une deuxième fois ce qu'elle leur avait laissé. Et c'est pour ça que la famille de Blanche a réagi. La famille de Blanche, ses parents, ses frères et sœurs, ses proches, a réclamé les biens, a demandé des comptes, a exigé que les droits des enfants soient respectés.
Et cette démarche, pour ceux qui la découvrent ce soir, est une démarche juste, légitime et nécessaire. Et maintenant, il y a un dernier élément que nous devons vous expliquer pour que vous ayez le tableau complet. Le mariage entre le pasteur Marcelo et Esther Tounassi est en train de se défaire. Esther Tounassi demande le divorce. Cette femme qui est entrée dans la vie du pasteur Marcelo quelques mois seulement après la mort de Blanche, cette femme qui a pris sa place, cette femme autour de qui tant de polémiques ont éclaté, cette femme veut partir. Comme Blanche avant elle, comme si l'histoire se répétait, comme si tout recommençait depuis le début. Et pour ceux qui découvrent cette histoire ce soir, ce parallèle ici, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir. Deux femmes différentes, deux personnalités différentes, deux histoires différentes. Mais une même conclusion. Toutes les deux ont voulu partir. Toutes les deux ont senti le besoin de fuir. Toutes les deux ont trouvé que la vie aux côtés de cet homme était insupportable, pour des raisons que nous ne connaissons peut-être pas encore toutes. Et quand deux femmes successives arrivent à la même conclusion dans la vie du même homme, la question que tout le monde doit se poser est simple. La question n'est pas « qu'est-ce qui ne va pas chez ces femmes ?» La question est « qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme ?» Voilà ce que vous devez savoir ce soir. Voilà les bases de cette affaire. Voilà les personnages, les faits, les questions. Un pasteur respecté. Une première femme morte qui voulait divorcer et qui détenait des secrets dangereux. Une deuxième femme qui arrive très vite après la mort de la première et qui repart presque aussi vite. Des enfants dont l'héritage est peut-être menacé. Un compte bancaire d'une morte qui reste actif. Une famille qui réclame justice. Et au centre de tout ça, un homme que tout le monde aime en public, mais dont la vie privée soulève des questions auxquelles personne n'a encore vraiment répondu. Cette histoire n'est pas terminée. Cette histoire continue de se développer. Cette histoire va encore avoir des rebondissements que personne ne peut anticiper. Et nous serons là, à chaque étape, pour vous tenir informés, pour vous donner les faits, pour vous poser les bonnes questions, pour ne jamais laisser la vérité être enterrée sous les apparences et les mensonges. Parce que la vérité, mesdames et messieurs,